Eh bien, la vérité en face ce matin sur les comparateurs des programmes des candidats version grand format. Toutes les questions que vous voulez poser, bien sûr sur le pouvoir d'achat, sur les primes, sur pas mal de sujets qu'on va développer dans un instant avec Agnès Verdier-Molinier. Oui, c'est ça. Parce que quelles sont les marges de manœuvre compte tenu de la dette? Est-ce qu'il y en a? Ça, c'est une véritable question. Où est-ce que l'on peut faire des économies? Où on peut dépenser de l'argent? Les meilleures mesures possibles, les pires mesures dans ce qui est déjà proposé dans les programmes. Je ne sais pas si vous êtes allé consulter ces programmes qui sont en ligne pour les uns et pour les autres. Les mesures, donc vous l'avez dit, autour du pouvoir d'achat, le financement et les détails, c'est-à-dire de la baisse de la TVA, énergie, le prêt à taux zéro pour Marine Le Pen qui a été lancé et proposé, les retraites, Rénov, par exemple. Alors, ma prime rénov. Et alors ma prime rénov, donc il y a eu une nouvelle aide qui a été décidée il y a quelques jours, mais Emmanuel Macron veut repeindre complètement en vert son programme. Il le fait évidemment pour des raisons électoralistes, en essayant de s'attirer les voix des mélenchonistes et puis de Yannick Jadot. Reste à savoir combien ça peut coûter dans un premier temps. Après, ça peut évidemment rapporter, parce que ça peut éviter aussi la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. Donc il y a quand même un certain nombre de points qu'il faut éclairer, ce qu'on va voir avec Agnès. Et puis il y a aussi d'autres grands points du programme autour des nationalisations, par exemple des autoroutes, d'EDF, la volonté de renationaliser EDF. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable? Évidemment, c'est ce que l'on va voir. Il y a beaucoup de questions et qui ont été passées au crible dans le dernier livre d'Agnès Verdier-Molinier, qui est le vrai état de la France. Ça a été publié aux éditions de l'Observatoire, où l'on peut voir un certain nombre de pistes et évidemment d'efforts qu'il faudrait faire. Déjà, cette campagne, souvenez-vous, en 2017, on avait parlé de quelques questions économiques, bien sûr, de priorités qu'il faudrait engager. Et puis, malheureusement, ensuite, ça n'avait pas été suivi pour beaucoup de raisons. Sur la réforme des retraites, même si à la SNCF, Emmanuel Macron, il a commencé à s'attaquer aux régimes spéciaux. En revanche, il ne s'est pas attaqué à l'ensemble des régimes, parce que c'était quand même beaucoup plus complexe. Et puis, il y a eu la crise des gilets jaunes qui est passée par là. Et voilà. Non, ce qui est marrant d'ailleurs avec la crise des gilets jaunes, c'est que l'on disait oh là là, mais ça va coûter très cher. Et quand on voit l'argent qui ensuite a été mis sur la table, dépensé tout à l'heure, pendant ces 2 ans, à l'occasion de la crise du Covid, du quoi qu'il en coûte, on se dit que quand même il y a de l'argent possible, sauf que c'est pas de l'argent magique. Non. Et que ce sont évidemment des dettes et qu'il va falloir rembourser. D'ailleurs, comme le disait très bien aussi Dominique, qui était avec nous tout à l'heure, entrepreneur, qui disait jusqu'à présent, on a réussi à s'en sortir pour des petites entreprises. Mais là, l'URSSAF commence à demander effectivement le règlement, le paiement. Le PGE et là, aussi. Oui, bien sûr, le remboursement PGE et puis les cotisations URSSAF. L'URSSAF avait dit si vous ne pouvez pas payer pour l'instant, ils ont mis en place des étalements. Oui, sauf que là, ça devient compliqué. Agnès Verdier-Molinier nous a rejoint. Bonjour Agnès. Bonjour à tous. Avec, je le disais, votre livre, le vrai état de la France. Oui. On a détaillé juste avant que vous entriez certains sujets. Allons-y décryptons de façon neutre. On va le dire, absolument. Il n'y a pas de parti pris dans le travail que vous avez fait, que vous avez mené et que l'on a pu lire déjà à droite et à gauche. Allons-y sur le décryptage de ces programmes. On commence par quoi? Par les mesures autour du pouvoir d'achat. Il y en a beaucoup plus visiblement du côté de Marine Le Pen que du côté d'Emmanuel Macron, non? Quand on regarde en détail. Le sujet du pouvoir d'achat est devenu absolument central avec l'inflation qui est là aujourd'hui en France et qu'on attendait après tout ce qui s'est passé au niveau politique monétaire, politique de dépenses publiques que vous avez évoqué à l'instant. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de mesures dans le programme de Marine Le Pen. C'est la TVA à 5,5 sur les carburants, sur l'énergie. C'est la question finalement de l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans aussi, qu'on peut mettre un peu dans ces mesures. Pouvoir d'achat. Donc on est vraiment sur beaucoup de petites mesures de baisse d'impôts. La pleine part fiscale dès le deuxième enfant, le retour de la demi-part fiscale des veufs et des veuves.
Donc pas mal de choses qui vont dans le sens d'essayer de baisser un peu les impôts des ménages. Alors la question, on a vu le gouvernement pour l'instant, il a fait surtout des chèques, des blocages de prix de l'énergie, des carburants, etc. Mais finalement, rien de pérenne. Voilà, ce qu'on voit, c'est que ce qui a été fait comme choix, ce sont plutôt des choix de ne pas baisser les impôts parce que la crainte est là du côté du gouvernement et de Bercy que si on baisse les impôts, on n'arriverait pas, finalement, on n'arrivera pas à rembourser et à financer. Oui, mais surtout à les remonter derrière. C'est vraiment ça qui a été dit. Parce que techniquement, la baisse, par exemple, de la TVA, on en a beaucoup parlé sur l'énergie. Est-ce que c'est réalisable ou pas, ça? Et puis ça coûterait très cher. Il y a de nouvelles mesures qui ont été prises au niveau de Bruxelles qui disent que finalement, on peut absolument baisser les taux de TVA, mais c'est plutôt pour tout ce qui est décarboné. Donc ça passerait, je pense, au niveau de tout ce qui est électricité, mais ça passerait beaucoup moins bien sur la question des carburants. Et ça, c'est une négociation qu'il faut faire avec Bruxelles. 5,5, ça paraît très bas. Ça fait quand même 12 milliards de recettes en moins pour les finances publiques. Donc ça fait partie des mesures qui sont parmi les plus chères dans ce qui est proposé par Marine Le Pen. Oui, les chèques qui sont proposés ne sont pas à cette hauteur par Emmanuel Macron. C'est le chèque énergie, parce qu'il y a le chèque énergie, puis il y a le blocage des prix aussi. En réalité, le blocage des prix de l'électricité, en 2022, ça va coûter 8 milliards 1. Le gel du prix du gaz, ça va coûter 6 milliards 4. L'indemnité inflation, c'est 3 milliards 8. Mais le choix qui est fait par le gouvernement, c'est que ça coûte assez cher au total, puisque sur la totalité des mesures qui ont été prises en 22 par le gouvernement depuis le début de l'année, c'est 25 milliards 9. C'est déjà gigantesque. Mais c'est vrai que ça reste des mesures prises les unes après les autres, alors que ce qu'on voit par exemple, c'est qu'en France, c'est ça, on l'a beaucoup montré à la Fondation IFRAP, on est le seul pays qui taxe les taxes. C'est-à-dire que sur la TICPE, sur la TICGN, sur la TICFE, vous allez payer toutes ces taxes qui pèsent sur les carburants, sur l'électricité, sur le gaz, vous allez payer de la TVA, vous en payez à chaque fois que vous consommez. Pourquoi ? Parce que les taxes sur les carburants, sur l'électricité, sont imposées à la TVA. Et ça fait 11 milliards par an de recettes pour les finances publiques. Donc nous, on proposait à minima qu'on supprime ces taxes sur les taxes. Mais si vous supprimez ces taxes, Agnès Verdier-Molinier, vous avez moins de rentrées fiscales et l'État ne se porte pas très bien, quoi. Oui, mais alors le paradoxe de l'inflation, c'est que ça fait rentrer énormément les recettes publiques dans les caisses. C'est-à-dire que par exemple en 2022, on attend presque 200 milliards, 192 milliards de recettes de TVA, ce qui est gigantesque par rapport à 2019, par exemple. En 2019, supplémentaire. Alors, pas supplémentaire, au total, c'est ça. C'est bien plus important que ce qu'on avait en 2019, où c'était 170 milliards de recettes de TVA au total. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois que vous avez des montées des prix, forcément, vous avez toutes ces taxes qui sont pluguées sur ces prix, ces consommations, ces prix de carburant, d'électricité, qui permettent de faire rentrer les recettes publiques beaucoup mieux. D'ailleurs, on s'attendait pendant ce quinquennat à une baisse du taux de prélèvement obligatoire beaucoup plus importante que ce qui a été vraiment effectué. C'est-à-dire que là, on finit le quinquennat à 44,5% de prélèvement obligatoire par rapport au PIB, alors qu'on s'attendait à être beaucoup plus bas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait déjà de l'inflation en 2021, il y avait déjà une augmentation des prix et les recettes publiques sont rentrées beaucoup plus que ce qu'attendait Bercy notamment. Donc toutes ces questions en fait autour de l'inflation, du pouvoir d'achat, vont devenir de plus en plus importantes. Alors bien sûr, il y a la question aussi des cotisations patronales, toutes ces questions-là aussi qui sont liées au fait qu'on a un modèle social qui est très cher et il y a cette proposition qui est faite par Marine Le Pen d'exonération des cotisations patronales jusqu'à 3 SMIC, mais c'est pour une hausse de salaire de 10%. Donc on a dit que ça coûte zéro parce qu'en réalité, on ne sait absolument pas qui va dans les employeurs utiliser cette mesure. Et ça me fait penser à une mesure qui est un peu connexe chez Emmanuel Macron, c'est le triplement de la prime Macron qui pourrait aller jusqu'à 6 000 euros. Jusqu'à 6 000 euros. Ça aussi, on l'a compté à zéro dans nos travaux de la Fondation IFRAP. Pourquoi ? Parce qu'on est incapable de dire quel employeur va mettre une prime à 6 000 euros. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui, de toute façon... Et c'est pour une prise de participation, les 6 000 euros.
Non, Oui. c'est une prime Macron qui est en fait défiscalisée, qui est pas, Oui, il n'y a pas d'impôt, pas de charge. qui est pas taxée. Oui, c'est ça. Voilà. Et cette c'est ce qu'on appelle la prime Macron PEPA. Ouais. Mais ça, on a en du fait, mal à mesurer, quoi, oui, précisément. mais ce dispositif, c'est un peu du pouvoir d'achat de part et d'autre. C'est un peu du pouvoir d'achat qui coûte rien ou quasiment rien à l'État et qui finalement est tout à fait aléatoire. On ne sait absolument pas ce que ça va donner. Et nous, ce que nous disons, c'est attention, parce que finalement, le problème du pouvoir d'achat des Français, c'est pas qu'une question conjoncturelle d'augmentation des prix, etc. C'est aussi une question qui est liée au fait que chaque fois qu'on paye 100 quand on est un employeur pour payer un salarié, et là je parle pas que du brut, je parle du super brut, c'est tout ce que paye l'employeur, eh bien en France on a à la fin que 47 € dans la poche en tant que salarié, alors que la moyenne dans l'Union européenne c'est 58 € et qu'en Espagne c'est 60 € et que même en Suisse vous allez jusqu'à 77 €. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat réduit de nos concitoyens, il va falloir à un moment qu'on mette aussi sur la table qu'il est lié à la cascade de cotisations, de CSG et d'impôts qui pèsent dessus. Et ça, je trouve que ça, c'est pas tellement présent dans le débat de la présidentielle. Allez, où peut-on faire des économies ? C'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. Puis on s'intéressera aussi aux retraites. On reviendra aussi sur les impôts. Et si vous voulez poser des questions à Agnès Verdier-Molinier, qui est avec nous, directrice de l'IFRAP, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. L'antenne est à vous, 9h36. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face sur des grands sujets économiques ce matin avec notre invitée Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous avez des questions à poser justement. Vous nous appelez 0826 300 300. On compare les programmes des candidats version grand format avec vous, Agnès Verdier-Molinier. Alors, il y a par exemple un point qui a été d'ailleurs soulevé encore ce matin lors des débats chez nous, là, c'est éventuellement la renationalisation des autoroutes, d'EDF, tout ça, c'est proposé par Marine Le Pen. Ça a été évoqué par d'autres candidats aussi avant le premier tour. Est-ce que ça, c'est possible parce que ça va coûter très cher? Est-ce que c'est financé et finançable? C'est pas tellement finançable parce qu'en réalité, alors nous, on fait un calcul par an, c'est-à-dire combien ça va coûter par an et à la fin, en 2027, combien ça coûte. Alors, toutes ces mises en place avec un fonds souverain, parce qu'elle propose une sorte de fonds souverain qui financerait tout ça, c'est pour essayer un peu aussi de faire un peu du hors-bilan, c'est-à-dire de ne pas montrer un déficit abyssal à l'horizon 2027, parce que nous, on a montré dans nos extrapolations qu'en 2027, avec Marine Le Pen, on serait toujours à 147 milliards de déficit public, ce qui est quand même toujours absolument gigantesque. Mais ça coûterait de l'ordre de 12 milliards d'euros par an, et en 2027, on serait encore à 12 milliards de coûts pour renationaliser, pour... Ça, c'est pour les autoroutes ou tout le plan d'investissement coûterait, ce package coûterait de cet ordre-là. Alors après, la renationalisation des autoroutes, nous en net, on dit que c'est une vingtaine de milliards de coûts au minimum, donc ça fait quand même un coût non négligeable et pas forcément pour gagner beaucoup d'argent à terme. Non, et puis pas forcément pour un gain non plus pour les utilisateurs de ces autoroutes, parce que est-ce qu'on est sûr que l'État ferait les investissements nécessaires pour que les autoroutes soient en bon état. Est-ce que le prix diminuera? C'est absolument pas certain. Franchement, moi, j'y crois pas une seule seconde. Ouais. Donc là, il y a vraiment une proposition qui me paraît pas du tout ni logique ni nécessaire. Ça fait partie des marqueurs un peu. C'est ça. Et EDF, est-ce que c'est plus sérieux? Non. Pas vraiment non plus, parce qu'on sait très bien, nous on a travaillé beaucoup sur le sujet d'EDF et que finalement l'État actionnaire, il est plutôt un frein à l'investissement. Vous voyez, sur la question du nucléaire, si on avait laissé les actionnaires... autre que l'État chez EDF travailler sur la question de l'investissement, etc., je pense qu'on aurait beaucoup plus caréné nos centrales nucléaires, qu'on aurait beaucoup moins de réacteurs à l'arrêt aujourd'hui, qu'on n'aurait peut-être pas fermé Fessenheim et qu'on ne serait pas en train de se dire « Ouh là là, est-ce qu'on va avoir du blackout en novembre ?» Ça, c'est parce que vous dites que le privé est plus efficace que le public pour gérer de telles grandes structures. Ce que je dis, c'est que souvent l'État actionnaire rechigne à faire des investissements ou alors
encore prend des positions qui sont des positions plus politiques que finalement économiques. Et le sujet de la France, ça a été que pendant des années, on a quand même loué le fait qu'on était indépendant au niveau de la production d'électricité grâce à nos investissements nucléaires qui nous ont coûté quand même beaucoup d'argent en amont. Et c'est vrai que là, on a perdu finalement à la fois du savoir-faire, des capacités de production, et qu'aujourd'hui, face à la crise avec la guerre en Ukraine, on se retrouve en train de se dire finalement pourquoi est-ce qu'on a voulu se désengager du nucléaire. Il faut se souvenir quand même que Emmanuel Macron proposait la fermeture de 14 réacteurs. Hein. Oui, bien sûr. Et François Hollande, c'était encore plus de propositions de fermeture. Et est-ce que vous avez pu mesurer, même s'il n'y a pas de chiffres encore peut-être précis, sur l'investissement là qui doit être fait pour le nucléaire, dans les deux camps d'ailleurs en fait. C'est une centaine de milliards, c'est une centaine de milliards, mais on l'a chiffré aussi pour si jamais, parce que certains candidats avant ce second tour qui était en lice proposaient par exemple de passer au tout renouvelable. Le tout renouvelable, c'est un investissement de l'ordre de 5 fois plus, de l'ordre de 500 milliards. Donc c'est absolument sur le tout renouvelable, oui, sur l'éolien, sur le photovoltaïque. Donc on a un atout qui est ce nucléaire. On a la possibilité de finalement produire nous-mêmes notre électricité, surtout dans la vision qu'on a actuellement, c'est-à-dire qui est de passer énormément à l'électrique pour ce qui est par exemple la mobilité, ou toutes les voitures, les camions, etc. Mais moi, j'en parle beaucoup avec des entrepreneurs, par exemple, de transport, qui me disent, si j'équipe tous mes camions pour qu'ils deviennent électriques, je fais sauter le réseau parce que je ne peux pas recharger tous mes camions pendant la nuit, alors que j'ai une cinquantaine de camions. Si je les branche tous pendant la nuit, tout va finalement pour recharger mes batteries, et plus rien ne peut finalement aller en électricité. Donc ce que vous dites, c'est que il faut s'emporter de jugement, mais que cette transition, s'il y a une transition pour abandonner les hydrocarbures, ça doit passer par toujours un investissement considérable sur le nucléaire. De toute façon, il y a un investissement considérable à faire, mais le grand carénage, qu'on appelle le grand carénage des réacteurs qui existent déjà aujourd'hui en France, la Cour des comptes l'avait chiffré autour du 50aine de milliards d'euros. Et ça, il y a de nombreuses années. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai envie de dire que on le sait. En revanche, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions dans les dernières années ? Je ne pense pas. Parce que entre choisir d'investir pour notre souveraineté ou continuer à importer à fond du gaz ou du pétrole auprès du charbon. Donc là, il y a vraiment... on n'a toujours pas compris, nous, à la Fondation IFRAP, pourquoi il y a eu tant de débats pour dire qu'il fallait fermer autant de réacteurs, alors que finalement, c'est un atout pour la France. Et le démontage des éoliennes, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Que ça ne va pas coûter plus cher, finalement, de les démonter ? Là, je crois que vraiment aller démonter des éoliennes qui existent déjà, c'est un peu, on est un peu dans l'absurdité. Ça, c'est du marqueur politique aussi, en fait. Là, à un moment, il faut aussi, je pense, se dire que il y a des éoliennes qui sont là. Vous savez, elles ont une durée de vie qui n'est pas non plus gigantesque. On pourra les démonter quand elles auront atteint leur durée de vie. Je crois qu'au bout d'une trentaine d'années, de toute façon, il faut les changer. Donc là, il y a aussi toute une question de rentabiliser au mieux l'investissement qu'on a réalisé depuis la mise en place du nucléaire à tout ce qui a été déjà investi dans le renouvelable, mais en se disant qu'il faut une évaluation claire et nette. Et c'est ce qui manque dans la loi climat. Il n'y a rien dans la loi climat qui évalue vraiment les taxes supplémentaires pour les Français, pour leurs entreprises, le coût des nouvelles normes. Donc, moi, je demande vraiment au prochain gouvernement, quel qu'il soit, d'avoir des études d'impact dignes de ce nom. Parce que quand on dit, oui, on vote ceci, cela, c'est formidable, mais finalement, vous ne chiffrez rien, vous ne savez pas combien ça va coûter en impôts, vous ne savez pas combien ça va coûter en prix du mégawatt, et à la fin vous dites c'est pas possible, les Français sont dans la rue parce que finalement c'est infinançable et qu'ils n'ont plus d'argent pour payer. Je trouve que c'est un peu léger, et c'est ce qui se passe. Allez, on continue avec vous dans un instant, Agnès Verdier-Molinier. Les retraites, les meilleures mesures qui sont annoncées, les pires mesures qu'on pourrait redouter dans ce qui est annoncé dans les programmes. Dans un instant. À tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022.
La vérité en face. La vérité en face, ce matin, enfin ce soir aura lieu le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec les vraies bonnes peut-être propositions et les mauvaises propositions avec vous. Oui, avec vous Agnès Verdier-Molinier, parce que vous avez un œil acéré à l'IFRAP, évidemment, pour regarder la dépense publique, ce qui est bien géré, pas bien géré, etc. D'ailleurs, dans les ministères, je sais qu'on regarde à chaque fois vos livres, vos publications, en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous publier ?» Alors, quand vous regardez les programmes, alors qui changent un petit peu, parce qu'il y a des nouvelles mesures qui sortent du chapeau comme ça, ici et là, les pires mesures que vous voyez, en tout cas d'un point de vue financier. Du point de vue de nos finances publiques et de notre avenir à tous, parce que par exemple la retraite à 60 ans, alors évidemment Marine Le Pen a quand même mis de l'eau dans son vin et elle est plus pour la retraite à 60 ans pour tous, mais pour ceux qui ont eu des carrières longues, qui ont commencé à travailler avant 20 ans, mais ça nous coûte quand même 9,6 milliards d'euros en année pleine, donc c'est pas une bagatelle. Et puis ça va complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut faire, c'est repousser l'âge de départ à la retraite, on le sait tous les pays autour de nous sont déjà autour de 65 ans, ils passent même pour certains vers les 67, donc on a... C'est déjà le cas aussi en France avec ceux qui commencent plus tard à travailler pour avoir leur annuité, quoi. Oui, mais la réalité, c'est que en fait, il y a deux systèmes, qui se chevauchent, qui se complètent, ou qui se renforcent, c'est-à-dire à la fois les annuités et l'âge. Pourquoi ? Parce que si on se bornait à faire des mesures d'annuité, ça n'a pas du tout le même, c'est pas le même levier pour réduire ensuite les déficits. Alors c'est vrai que les déficits se sont un peu améliorés dernièrement sur la CNAV, sur tout ce qui est la retraite de base du privé. Mais en réalité, on a énormément de déficits cachés dans notre pays, mais qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que la caisse des agents de l'État, elle n'existe pas. Donc il n'y a pas d'affichage du déficit. Nous, on l'estime autour de 8 milliards d'euros par an. Sauf que c'est marqué nulle part. C'est pas affiché. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de caisse. Donc, en fait, ça rentre dans le budget général. De l'État. Ça s'appelle le compte d'affectation spéciale des pensions. Ça fait que monter d'année en année en termes de coûts. Et en fait, ça n'affiche pas son déficit parce que tous les ans, grosso modo, l'État augmente son pourcentage de cotisation. On est autour de 74-75% de taux de cotisation de l'État, ce qui est absolument gigantesque pour un employeur. Ça existe nulle part ailleurs. Donc, moi, je veux bien qu'on nous dise tout est équilibré, mais à ce moment-là, qu'on fasse apparaître les déficits cachés des pensions publiques. Et on en a largement parlé aussi sur la SNCF, vous vous en souvenez ? Bien sûr. On abonde largement du côté de l'État avec les impôts des Français pour financer les pensions SNCF qui ne sont pas payées par les cotisations, etc. etc. Donc affichons le montant total et on va... Les vrais bilans. Et les vrais bilans, et puis on verra que c'est pas équilibré du tout. Oui. Et moi, ce que je crains, alors évidemment, si on appliquait cette mesure de retraite à 60 ans, ça va à l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais si on applique la proposition d'Emmanuel Macron. Alors la question déjà, c'est est-ce que c'est 65 ans ? J'espère que ça restera 65 ans. Ensuite, est-ce que ça va être vraiment pour tout le monde ? Parce que là aussi, il y a des vraies questions, puisqu'on a l'impression que les aides-soignants, les infirmiers, etc., beaucoup ne seraient pas concernés. Et puis finalement, attention, est-ce que ce serait que le privé qui serait concerné ? Alors là, ce serait pas du tout équitable. Parce que les déficits cachés, ils sont dans le public. Ils sont beaucoup moins dans le privé, parce que vous savez que les complémentaires, Agir Carco, elles ont des réserves, elles sont plutôt bien financées, bien gérées par les partenaires sociaux. Et il faut leur reconnaître cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système de bonus-malus pour forcer les gens du privé à partir après 62 ans. Et ça, il faut le redire. Parce que si vous voulez, c'est trop facile de dire l'âge de la retraite en France, c'est 62 ans. Non, en réalité, si vous voulez votre complémentaire à taux plein, il faut faire partir à 63 ans. Donc là, il y a quand même des incongruités sur... Avec toute la difficulté aujourd'hui aussi, c'est du taux d'emploi quand même des seniors, quoi. Parce que ça, c'est un énorme problème, non ? Mais c'est un énorme problème, mais parce qu'aussi... Il y a un sur deux après 60 ans qui ne travaille pas, quoi. Donc, c'est ça à peu près. Parce qu'on a aussi un problème de création d'emplois marchands dans notre pays qui est lié à la désindustrialisation. On a quand même perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie depuis les années 80. On a un déficit commercial de la France, il ne faut pas oublier, de 84 milliards d'euros. On a un problème d'emploi marchand. Mais ce problème d'emploi marchand, il ne va pas se résoudre en embauchant
embauchant toujours plus dans le secteur public et en faisant toujours plus de dépenses publiques. Le problème d'emploi marchand, il va se résoudre, et ça on peut en parler, par des bonnes mesures. Alors les bonnes mesures, les meilleures mesures qui sont annoncées, il nous reste 2 minutes. Les meilleures mesures, c'est baisser les taxes de production sur les entreprises. Emmanuel Macron propose de supprimer la CVAE pour 7 milliards d'euros. CVAE, c'est une taxe de production. C'est une taxe sur la valeur ajoutée qui... Donc ça, c'est une bonne mesure, ça va dans le bon sens. Qui en fait a été créée après la suppression de la taxe professionnelle. Et puis après, la suppression de la CFE, la suppression de la C3S, ça c'est Marine Le Pen qui le propose. Donc ça fait à peu près les mêmes packages en termes de milliards. On est autour de 8-10 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les entreprises dans un programme comme dans l'autre. Mais j'ai envie de dire que ça va pas assez loin. Ce sont des bonnes mesures, mais il faut remettre un peu les choses au clair. On a 140 milliards d'impôts, de cotisations, de taxes payées en plus par nos entreprises tous les ans par rapport aux entreprises de la zone euro en moyenne. Donc si on veut vraiment remettre de la compétitivité, créer des emplois dans le secteur marchand, permettre un meilleur taux d'activité des seniors, mais aussi des juniors. Bien sûr. Le problème, il est aussi des deux côtés. Et ben là, on a un boulot énorme à faire. Mais pour cela, il faut baisser les dépenses. Et c'est tout le sujet que vous vouliez me poser, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut baisser les dépenses. C'est pas compliqué. C'est les coûts de production de nos services publics. Et les coûts de production de nos services publics, ils sont 84 milliards d'euros plus chers que dans les autres pays. Et je trouve que ni dans un programme ni dans l'autre, on aborde véritablement le fond du sujet, c'est-à-dire décentraliser, arrêter les doublons, arrêter de payer plusieurs fois les mêmes services publics gérés par différentes instances qui sont tous un peu en concurrence, un peu malsaine parce que tous payés soit par la dette, soit par l'impôt. Et donc, à un moment, se dire que chacun doit avoir une mission claire dans les missions de service public. J'espère que le prochain quinquennat, ça va être l'occasion de mettre tout le monde autour de la table et de pouvoir répartir correctement les missions publiques, comme ça se fait dans les pays du nord de l'Europe qui ont réussi à économiser. Et même ceux qui ne sont pas fédéraux, ils sont beaucoup plus décentralisés que nous. Alors, il y a une mesure très concrète là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez beaucoup sur les impôts? Plus d'impôts pour les jeunes de moins de 30 ans. Ça, c'est une proposition de Marine Le Pen. Moi, ça me fait penser à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de ces marqueurs un peu sympas politiquement, tout le monde le retient, etc. Mais en quoi est-ce que c'est constitutionnel ? Où est l'équité devant l'impôt entre une personne de 32 ans qui va gagner la même chose que son ami ou son cousin de 28 ans c'est un marqueur, on se dit à partir d'un certain âge. À un moment, vous savez, le Conseil constitutionnel sur les 80% sur la taxe d'habitation, il a dit non, c'est pas constitutionnel. Quand François Hollande a dit on fait la taxe à 75% pour ceux qui gagnent plus de 1 million d'euros, et le Conseil constitutionnel a dit c'est pas constitutionnel. Et je pense que là, le Conseil constitutionnel va dire que c'est pas constitutionnel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'équité devant l'impôt, et il doit y avoir une équité par rapport aux charges qu'on assume chacun finalement du coût de la puissance publique. Et donc ça fait partie des mesures qui ont l'air sympathiques comme ça, mais qui finalement ont peu de chances d'être véritablement appliquées. Après, le coût, et c'est 3,6 milliards par an. C'est pas énorme. Ça reste voilà. Mais encore une fois, je pense pas que ce sera possible. Après, la question, c'est comment on fait pour qu'il y ait un meilleur pouvoir d'achat des ménages par rapport à ce qu'ils gagnent au départ. Bien sûr, Mais ça, je le dis encore une fois, ça peut pas être un jeu de bonneteau. Ça peut pas être juste on supprime d'un côté, on rajoute de l'autre. Ça doit être une vraie réflexion sur l'ensemble des aides sociales, combien elles coûtent, jusqu'où on est prêt à verser des aides sociales par foyer, est-ce que c'est désincitatif au travail, remettre le travail au cœur du modèle social. C'est un peu ce que commence à dire Emmanuel Macron, mais sans aller jusqu'au bout de ce que disent les pays du nord de l'Europe là-dessus, avec une baisse des aides quand vous refusez un emploi, ou une baisse des indemnités chômage quand vous refusez un emploi. Ça, c'est ce qui se passe beaucoup ailleurs en Europe du Nord. Et pas assez. Nous, on en est encore loin parce qu'il y a beaucoup finalement de. Oui, mais c'est pas populaire. C'est peut-être. Ça dépend. Ça dépend parce que vous savez, du côté de ceux qui finalement travaillent énormément pour avoir finalement à la fin du mois autour d'un SMIC, ils se disent que c'est peut-être pas très très équitable non plus. Il y a une question d'équité dans notre système qui doit être revue. Et le travail doit être la règle si on veut gagner de quoi finalement vivre. C'est la priorité numéro 1. Merci Agnès Verdier.